Le vent soulevait la poussière rouge de Dorenia, ce petit village reculé où l'espoir semblait parfois interdit. Rama, 22 ans, silhouette noble et regard doux, portait un seau rempli d'eau sur la tête. Elle avançait, droite malgré la lourdeur de sa tâche. Son boubou wax rouge et or flottait dans l'air comme un drapeau de dignité. À quelques pas, dans l'ombre d'un manguier, sa belle-mère Nadia la fixait. Froide. Féroce. Tu t'es arrêtée en route? Tu crois que l'eau se porte toute seule peut-être? Rama baissa les yeux. Une habitude. Pas de peur. De fatigue. Derrière Nadia, sa fille Sana, souriait en croquant un morceau de mangue, assise sur un tabouret en ivoire sculpté par leur père, mort un an plus tôt. Tu vois, maman, elle rêve encore, dit Sana. Elle veut séduire un prince avec son seau et sa poussière. Nadia éclata d'un rire méprisant. Un prince ne regarde pas les filles sans chaussures, Rama. Alors reste à ta place. Le royaume tout entier bruissait d'un événement rare, le retour du prince Kael. Lui qui avait grandi à la capitale était revenu dans la province de Makora pour choisir son épouse, selon une tradition ancestrale. 4 jeunes filles seraient choisies dans chaque région. À Dorenia, les murmures allaient bon train. Les regards se posaient déjà sur Sana. Elle était belle, ça oui. Mais creuse comme une calebasse vide. Et Rama? Invisible. Jusqu'à ce que Talia, une femme sage et respectée du village, vienne frapper à la porte. J'ai inscrit Rama à la sélection. Qu'elle vienne avec moi. J'ai déjà cousu sa tenue. Nadia se redressa, indignée. Qui t'a donné ce droit? La dignité, répondit Talia. Et le sang de sa mère que je n'ai jamais oublié. Elle se tourna vers Rama. Viens, ma fille. Rama hésita. Puis avança. Ce fut la première fois qu'elle désobéit à Nadia. Le lendemain matin, elle monta dans la charrette en bois de Talia. Sana les regardait depuis l'entrée de la maison, vêtue d'une robe en soie importée. Un sourire cruel aux lèvres. Tu n'as aucune chance, murmura-t-elle. Même si tu arrives au palais, tu n'auras rien. Rama ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de tout. Elle voulait simplement être elle-même, jusqu'au bout. Le destin venait d'ouvrir sa porte. Et Rama, enfin, avait décidé d'y entrer. Le ciel était encore rouge de l'aube quand la charrette de Talia quitta enfin les limites du village. Rama, silencieuse, assise à l'arrière, regardait les paysages défiler comme un rêve qui l'effraie. Elle sentait dans son ventre un mélange étrange, une chaleur d'espoir et une peur glaciale. Talia tenait fermement les rênes de l'âne. Ne regarde pas derrière, Rama. Ce qu'il y a à voir, tu l'as déjà vécu. Ce qui t'attend, tu dois le mériter. Quelques heures plus tard, elles arrivèrent à Makora, capitale provinciale. La ville bouillonnait de couleurs, de chants et de carrosses. Partout, des étendards flottants avec l'emblème royal, une couronne sur fond d'iroko doré. Les jeunes filles sélectionnées se tenaient dans une grande cour pavée, chacune parée de ses plus beaux habits. Certaines portaient des robes de soie aux broderies fines, d'autres des bijoux massifs étincelants. Et puis il y avait Rama, dans sa robe rouge et or cousue avec amour, les cheveux nattés et ornés de perles. « Regardez-la » murmura l'une. « Elle croit encore qu'il suffit d'être sage pour plaire à un roi ?» ricana une autre. Rama ne répondit pas. Elle baissa les yeux, mais ne courba pas le dos. Dans une salle secrète, le prince Kael, vêtu simplement, observait les candidates sur un écran magique, fruit des talents d'un artisan visionnaire. À ses côtés, un homme en armure, le capitaine Soru, lui murmura. « Celle-là, celle au regard tranquille. Elle ne sourit pas comme les autres. »« Parce qu'elle ne joue pas, » répondit Kael. « Elle est. » Mais aucun ne savait encore qu'une autre candidate, Sana, avait un plan. La nuit précédente, elle avait trouvé un grimoire dans les affaires de sa défunte grand-mère. Et cette nuit, dans une pièce dissimulée, elle prononça les mots anciens. Que son cœur me cherche, et que son âme se perde. Un éclair violet traversa la pièce. Et dans le miroir devant elle, le visage de Kael s'était tourné, vers elle. Pendant ce temps, Rama dormait à même la natte, dans une chambre modeste du pavillon des candidates.
Son dernier mot avant de sombrer fut un souffle. Maman, je suis là. Et dans la pénombre, une feuille d'iroko tomba du plafond sans qu'aucun vent ne l'ait portée. Le palais de Makora, avec ses tours d'argile sculptées et ses jardins suspendus, brillait sous la lumière dorée du matin. C'était le premier jour de sélection. Les jeunes filles invitées s'étaient installées dans le pavillon royal, chacune accompagnée de ses suivantes, sauf Rama. Elle n'avait qu'elle-même, et sa volonté. Dans un salon discret, le prince Kael, vêtu d'un manteau brun et d'un pantalon en lin sombre, se préparait. Pas pour la réception, mais pour se déguiser. Il enfila une cape de garde et abaissa la capuche sur son front. Seules 2 personnes savaient qui il était réellement, son oncle, le roi, et le capitaine Serou, chef de la garde. « Tu crois vraiment que tu trouveras ta reine en te cachant ? Je veux savoir qui elles sont quand elles ne savent pas qui je suis. » Dans la cour arrière du palais, les jeunes filles se rassemblaient pour la répartition des tâches. Une tradition ancienne exigeait que les prétendantes participent à la vie du palais, couture, cuisine, entretien. Le déguisement du prince le menait parmi les servantes. Ce fut là qu'il la vit. Rama, agenouillée près d'une grande bassine de cuivre, les mains dans l'eau savonneuse. Son foulard glissait un peu, laissant apparaître les perles dans ses cheveux nattés. Une lumière douce glissait sur son épaule. Elle chantonnait bas, concentrée. Il s'arrêta. Pas à cause de sa beauté, il en avait vu d'autres. Mais par l'étrange paix qu'elle dégageait au milieu du tumulte. Il s'approcha. « Tu n'as pas peur de salir tes mains ?» Rama leva les yeux. Elle observa l'homme devant elle, sans savoir qu'elle parlait à un prince. « J'ai lavé le sang, les cendres et les larmes. Les habits ne me font pas peur. » Le prince retint un souffle. Il ne s'attendait pas à ça. Elle replongea les mains dans l'eau. « Et vous, monsieur le garde, que cherchez-vous si près des servantes ?» Il sourit. Peut-être une vérité que personne ne montre au banquet. Ce jour-là, Kael ne retourna pas dans sa tenue royale. Il passa la journée à suivre Rama, l'écouter parler aux plantes, nourrir une servante malade, aider sans attendre rien en retour. Et dans ses yeux, il vit une reine nue de tout pouvoir, mais riche de toute lumière. Dans l'aile du palais, Sana s'éveilla avant l'aube. Ses doigts tremblaient légèrement en feuilletant les pages du grimoire qu'elle avait volé à sa grand-mère, une prêtresse bannie autrefois pour avoir pactisé avec les ombres. La magie qu'elle invoquait ne venait pas des dieux, mais de la volonté brute, cruelle et crue. Elle plaça un miroir ancien devant elle, au sol, traça un cercle de charbon autour de son corps et murmura. « Qu'il me voie. Qu'il me désire. Que je sois l'unique éclat dans ses yeux. » Un éclair violet fendit l'air, et le miroir s'illumina. Le visage du prince apparut. Il souriait, à elle. Sana ferma les yeux, satisfaite. Ce n'était pas de l'amour. Mais c'était le pouvoir. De son côté, Rama aidait à la préparation du petit déjeuner. Elle broyait des feuilles d'oseille dans un mortier, le foulard serré sur son front. Elle ne savait pas encore que quelqu'un la cherchait. Quelqu'un, que tout le royaume croyait inaccessible. Le prince Kael, toujours déguisé, traversait les cuisines. Il s'approchait lentement. Son regard la cherchait. Et puis, il la vit. Mais cette fois, elle aussi le vit. Et ses yeux ne tremblèrent pas. Elle le fixa longuement, curieuse. « Tu me suis ?» demanda-t-elle calmement. « Peut-être, ou peut-être que c'est toi qui m'attires, » murmura-t-il. Elle haussa les épaules, sans détourner les yeux. « Les papillons sont jolis, mais ils brûlent vite près du feu. » Le prince sourit. Pour la première fois, il eut peur. Et si c'était lui, qui risquait de se brûler? Le sortilège de Sana fonctionnait. Chaque jour, le regard du prince semblait dériver vers elle dans les couloirs, à la salle des fêtes, dans les jardins. Elle souriait, mais son cœur battait à toute vitesse, car elle savait, ce n'était pas l'amour. C'était une illusion fragile. Et fragile, elle finirait par se briser. De son côté, Rama continuait à servir. Un soir, dans l'aile des cuisines, elle chantait tout bas pendant qu'elle lavait les ustensiles. Sa voix était douce, presque une prière. Elle croyait être seule. Elle ne savait pas que le prince, toujours vêtu en garde, l'écoutait depuis l'arche de pierre. Il ferma les yeux.
Ce n'était pas la mélodie qui l'avait touché. C'était la vérité qu'elle contenait. Le lendemain, il demanda à ce qu'on confie à Rama une mission spéciale, livrer un panier de fruits au roi lui-même. Dans la salle du trône, l'atmosphère était tendue. Le roi, vieux et affaibli, scrutait chaque candidate. Rama entra avec humilité, s'inclina, posa le panier à ses pieds. « Comment t'appelles-tu » ? Rama, Majesté. Le roi la regarda longuement. Ce prénom était celui de la servante qui sauva ma vie il y a 30 ans. Il fit signe à ses gardes. Quitter la salle. Quand ils furent seuls, il lui dit. Tu as son regard. La même droiture. Elle était ma grand-mère, souffla Rama. Le roi sourit pour la première fois depuis des semaines. Ce royaume t'a oublié, mais le sang ne ment jamais. Pendant ce temps, Sana, dans sa chambre, s'éveilla en sursaut. Le miroir était brisé. Son sort, affaibli. Quelque chose, ou quelqu'un, avait touché le cœur du prince sans magie. Et elle comprit qu'elle n'était plus qu'une ombre dans une lumière qui ne voulait pas d'elle. Le soleil avait frappé sans relâche toute la journée. La chaleur était devenue une brûlure lente. Rama, qui avait veillé tard pour aider les cuisinières, sentit son corps chanceler au moment de sortir les marmites. Son front se couvrit de sueur glacée, ses jambes faiblirent. Elle tomba, sans un mot, dans la cour sablonneuse. Le bruit fut discret. Mais dans l'air, quelque chose se brisa. Sana, en haut des marches, rit en secouant la tête. « Tu vois, maman ? Même la terre ne veut plus d'elle. » Nadia, bras croisés, ne répondit rien. Mais elle baissa les yeux, troublée. Car ce n'était pas une faiblesse ordinaire qu'elle venait de voir. C'était l'effondrement d'une force invisible, la chute d'un cœur trop longtemps tenu debout. Le soir, Talia fut appelée en urgence. Elle trouva Rama allongée dans la poussière, inconsciente, le visage pâle malgré sa peau d'ébène. Les servantes l'avaient laissée là. Talia écarta les spectateurs d'un seul regard. « Vous attendez quoi ? Qu'elle meure pour vous donner un sujet de ragot ?» Elle souleva Rama dans ses bras, comme une mère porte son enfant, et l'emmena jusqu'à sa chambre. Pendant 2 jours, Rama délira sous la fièvre. Elle murmurait des noms oubliés. Le 3e matin, elle ouvrit les yeux. Et la première chose qu'elle vit fut le prince, assis près d'elle, le regard inquiet. « Tu as dormi 3 soleils, dit-il doucement. « Et toi ? Qui t'a permis d'entrer ici ?» répondit-elle avec un faible sourire. « Personne. Mais je n'attendais pas la permission pour être là où je dois être. » Le silence s'installa. Mais un silence chaud, habité. Puis Rama murmura. « Je ne suis pas une prétendante, tu sais. » Le prince répondit, sans la quitter des yeux. « C'est pour ça que tu es la seule que je regarde. » Rama reprenait lentement des forces. Chaque matin, elle se levait plus droite, chaque nuit, ses rêves devenaient plus clairs. Mais un changement subtil habitait le palais, les regards étaient plus pesants, les murmures plus nombreux. La nouvelle circulait sans nom. L'une des prétendantes est différente. Le roi s'y intéresse. Le prince la cherche. Pendant ce temps, Sana sentait son emprise s'effriter. Son miroir ne répondait plus. Ses onguents ne produisaient rien. Elle observait Rama d'un regard neuf, non plus comme une servante, mais comme une menace. Alors, elle prit sa plus belle robe, monta les marches de la grande salle des fêtes et déclara devant tous les invités. « J'aimerais danser pour le prince, en son honneur. » Les tambours résonnèrent. Sana tourna, voilée de soie et de bijoux. Tout le monde applaudissait. Mais Kael ne clignait pas des yeux. Il regardait ailleurs. Dans l'ombre, Rama observait la scène, accoudée à une colonne. Elle ne portait ni or, ni soie. Mais elle brillait d'une lumière que personne ne pouvait feindre. Le lendemain, les prétendantes furent appelées dans une cour circulaire, pour la dernière étape, la veillée du choix. Le prince devait faire son choix lors de la cérémonie finale, après avoir vu les dernières épreuves. Travail, service, sincérité. Mais ce soir-là, Kael fit quelque chose d'inattendu. Il retira sa cape de garde. Il ôta le tissu de son front. Et il se présenta,
en plein milieu des servantes, la main tendue vers Rama. Je suis le prince Kael. Et j'ai vu assez de masques. Je choisis celle qui n'en portait pas. Un silence brûlant suivit. Rama resta figée. Puis, lentement, elle avança, non pas comme une prétendante, mais comme une femme qui n'a plus peur. Sana éclata. Tu es fou. Elle n'est rien. Ce n'est pas une reine. Kael la regarda. Justement, elle n'a jamais essayé d'en être une. C'est pour cela qu'elle en est digne. Le soir tombait sur le palais de Makora. Les lampes en calebasse brillaient doucement le long des corridors. Mais dans les yeux de Sana, la lumière s'était éteinte. Elle ne comprenait pas. Elle refusait de comprendre. Je l'ai mérité, hurlait-elle dans ses appartements, face à son miroir brisé. Ce trône me revenait. Pas à elle. Nadia, sa mère, essayait de calmer sa fureur, mais son regard était figé, secoué par la honte. Ce n'était plus une lutte contre Rama. C'était une chute intérieure, douce comme un poison lent. Au même moment, le roi convoqua le conseil royal et l'assemblée du peuple. Il annonça solennellement. Le prince a fait son choix. Et ce choix, je le bénis. Mais alors qu'il tendait la main vers Rama, un garde accourut, essoufflé. Majesté, nous avons trouvé le grimoire. Quel grimoire? Demanda Kael. Celui que la prétendante Sana utilisait, pour manipuler votre esprit. Un murmure choqué parcourut la salle. Sana fut amenée de force, les poignets attachés de tissu d'or. Elle hurlait encore. Vous croyez à ces mensonges? Elle n'est qu'une servante. Une fille de rien. Mais le roi se leva lentement. Et pourtant, elle n'a jamais essayé d'être plus qu'elle est. Tandis que toi, tu as tout fait pour devenir ce que tu n'étais pas. Le conseil vota. Le verdict tomba. Exil de Sana et de sa mère, Nadia. Interdiction de revenir au royaume. Elles quittèrent le palais à l'aube, sans cortège, sans honneur. Dans le silence qui suivit, Rama resta seule dans le jardin royal. Elle toucha du bout des doigts la feuille d'Iroko tombée à ses pieds. Et dans le vent du matin, elle entendit, comme un murmure ancien. Ce que tu es suffit, ma fille. Ce que tu es, suffit. Les jours qui suivirent le jugement furent silencieux mais lourds de transformation. Rama n'avait pas quitté ses habitudes. Chaque matin, elle arrosait les plantes du jardin royal, saluait les cuisiniers, aidait les enfants du personnel. Elle n'avait pas changé, mais tout le monde autour d'elle, oui. Même les pierres semblaient faire silence lorsqu'elle passait. Le lendemain, le prince Kael se présenta dans la grande salle vêtue de rouge royal, tenant la main de Rama. Il déclara devant tout le peuple. Ce n'est pas une reine que j'ai choisie. C'est une lumière. Ce royaume n'a plus besoin de masques. Il a besoin d'âmes vraies. Et tout le monde se leva. Rama ne pleura pas. Mais dans sa main, elle serrait fort la feuille de l'Iroko, témoin de son propre serment. Le royaume de Makora se réveilla ce matin-là sous un ciel d'un bleu presque irréel. Les cloches du palais sonnèrent non pas pour une guerre, ni pour un deuil, mais pour une promesse nouvelle. Dans la grande salle du trône, transformée pour l'occasion, les prêtres royaux s'approchèrent de Rama, qui se tenait droite, vêtue de rouge profond et d'or. Sa couronne n'était pas sertie de diamants, mais façonnée en feuilles d'Iroko, tressée par les sages. Kael s'avança à ses côtés. Aujourd'hui, dit-il, je ne prends pas une épouse. Je reconnais une égale, une lumière, une mémoire vivante de notre peuple. Les acclamations éclatèrent, mais Rama ne souriait pas encore. Elle leva les mains. Je ne régnerai pas dans l'ombre des rois, mais à la lumière des racines. Puis elle posa un genou au sol, face au peuple. Je suis l'enfant de la terre, la fille oubliée, la voix qu'on pensait muette. Aujourd'hui, je me lève, non pour gouverner, mais pour guérir. Et ce fut cela que le peuple acclama. Non pas une reine de parade, mais une reine de sens. Des mois plus tard, le palais accueillait des enfants orphelins, des femmes lettrées, des guérisseurs. Rama en robe simple, sans trône ni sceptre, enseignait les plantes, parlait aux anciens, riait avec les gardes. Et ainsi se termina l'histoire. Pas par une couronne posée,
mais par des racines replantées. Et un royaume, enfin, réveillé.